Merci Mathilde. Donc, je vous propose que nous rentrions dans le sujet du jour. Donc, instaurer et déployer des rôles de facilitation interne. Alors, première chose, se mettre quand même d'accord sur ça veut dire quoi être facilitateur? C'est quoi cette définition? Comment on pourrait définir? Alors, il y a bien évidemment beaucoup de définitions sur ce sujet, sur ce rôle. Nous, ce qu'on vous propose, c'est en tout cas de lier très fortement la facilitation avec la question de l'intelligence collective. Donc, le facilitateur, finalement, c'est la personne qui met en place un cadre, des méthodes, des processus qui permettent à un groupe d'opérer en intelligence collective. Ce qui est important dans cette définition, c'est vraiment le fait que le facilitateur est centré sur le processus. On parle beaucoup de guider le processus, on peut même parler de guidance, ce néologisme qui vraiment indique que le facilitateur, la facilitatrice, est centré sur le comment et sur le comment accompagner le groupe à produire sur les objectifs qui ont été fixés. Donc, vous pouvez voir par exemple sur cette diapositive la distinction euh, plutôt les différents rôles du facilitateur, architecte, pilote ou guide, et guide. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a cette dimension de conception qui est vraiment importante, qu'on élude parfois. Nous, on a coutume de dire que 80% du travail en facilitation, c'est en amont de la séquence elle-même, dans la conception de ce moment, dans l'adéquation entre les méthodes et les outils mobilisés par rapport à l'intention. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptation en live. Et donc la question du cadre est centrale, c'est la personne qui pose un cadre et en est garant, puisque ça pose les conditions de ce qu'on peut appeler de sécurité psychologique du processus. Il s'agit également de créer les conditions, évidemment, du coup, à la fois, vous l'avez évoqué dans le chat, de parité de la parole, d'écoute active, de créativité, le cas échéant, etc. On l'a évoqué tout à l'heure, être facilitateur, c'est souvent une discussion ou débat d'initié entre finalement, est-ce que c'est surtout une question de posture ou une question de méthode? Nous sommes convaincus que c'est vraiment également des deux. Il y a à la fois un besoin de maîtriser un grand nombre de méthodes d'intelligence collective, mais d'avoir beaucoup travaillé sur sa posture pour être au plus juste de ce que je présentais précédemment. La distinction que nous souhaitions faire ici, c'est vraiment la distinction entre l'animation et la facilitation, parce qu'il y a souvent de la confusion. On le remarque dans nos formations, les formations de professionnels qu'on anime sur ces sujets. Il peut y avoir une confusion forte entre animer et faciliter. Alors évidemment, il y a des points communs, mais l'animation, la posture de l'animateur, c'est une posture davantage connue, qui est plutôt celle du formateur, de l'éducateur, qui est plutôt basée sur une dynamique de groupe, qui vise à faire atteindre des objectifs, que ce soit de production ou d'apprentissage. Et donc, on est en tout cas dans un cadre fixé avec globalement plutôt une animation de réunion, un ordre du jour clair, on est plutôt sur de la gestion du temps, des objectifs, etc. Le facilitateur, la facilitatrice, on est sur une dimension très différente sur la dynamique de groupe, avec beaucoup plus d'autonomie du groupe, avec une capacité à créer un cadre, un espace-temps, on peut aussi parler d'une membrane ou d'une bulle, au, au sein de laquelle ce qui doit advenir advient. Donc il y a un espace de liberté assez fort et avec une capacité à ce que la séquence elle-même, le temps qui est facilité, soit un temps qui soit en tant que tel transformateur, qui permette au-delà de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de générer ce qu'on peut souvent qualifier d'alchimie de l'intelligence collective, c'est-à-dire véritablement de transformer à la fois les idées qui sont émises au cours de cette séquence, mais également, et c'est tout aussi intéressant, les interactions qui transforment et qui font évoluer les individus, qui font vraiment naître voilà, des choses différentes qui ne seraient probablement pas nées sinon. Donc on est vraiment dans une logique où la facilitation, et on comprend mieux pourquoi elle est au service de la transformation des organisations, parce qu'il y a cette dimension, une fois de plus, transformatrice et d'ouverture dans le cadre prédéfini. Aujourd'hui, on vous a proposé d'aborder la question des rôles de facilitateurs internes parce que c'est quelque chose que nous accueillons, nous, avec grande joie et on voit vraiment naître depuis une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, des rôles qui n'existaient absolument pas auparavant dans les organisations. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
de voir émerger, se structurer ces rôles-là. Alors c'est aussi intéressant du coup de bien distinguer qu'est-ce qui relève de la facilitation interne ou externe, et puis de la réalité différente. Alors vous avez bien compris, facilitateur interne, c'est quelqu'un qui est membre de l'organisation, un agent public si c'est dans une organisation publique, de service public, un salarié. Éventuellement un bénévole dans une association, il n'y aurait que des bénévoles. Et donc la différence, bah, il y a des points communs, mais un certain nombre de différences. Le facilitateur ou la facilitatrice interne, dans ses points forts, il ou elle va avoir une compréhension du contexte et une connaissance de l'historique des relations entre les personnes très précieuse, que ne pourra jamais avoir un ou une facilitateur externe. Donc cette très très bonne connaissance de l'interne de l'organisation, le partage également d'une culture et d'éléments de langage communs. À l'inverse, une limite peut être que le facilitateur interne soit très impliqué émotionnellement sur le sujet ou ait une idée un peu trop précise du résultat attendu. Il y a vraiment parfois une difficulté du coup à mettre à distance quand on est complètement pris dans le système de l'organisation. De l'autre côté, en facilitation externe, mais il y a évidemment l'avantage qu'on cite régulièrement et qu'on a tous et toutes expérimenté du regard dit frais ou en tout cas candide, enfin, ce rôle de tiers neutre qui du coup ben, questionne des choses qui peuvent être des évidences ou des éléments qui ne sont même plus questionnés en interne. Donc cette capacité à questionner, à reformuler peut avoir des vertus. Et puis, il peut y avoir aussi la vertu d'interaction moins contrainte par du passif dans des enjeux interpersonnels. Pour autant, les limites de la facilitation externe peuvent être le pendant de ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, une moindre connaissance, compréhension des enjeux de l'organisation et de son historique. Ce qui est intéressant aussi, selon nous, c'est qu'il y a des points de vigilance partagés. Il y a beaucoup de points communs partagés. La première chose, et vous l'avez exprimé plusieurs d'entre vous dans le chat, c'est qu'il y a vraiment des conditions de préparation à réunir pour une bonne facilitation. Et c'est parfois ou souvent, Baptiste nous dira ce qu'il en pense, là où le bas blesse, c'est-à-dire vraiment ce temps préparatoire avec les bonnes personnes autour de la table, le temps qu'il faut pour vraiment clarifier les intentions, ce à quoi on veut arriver, les entrants, etc. Et là, qu'on soit interne ou externe, on est soumis évidemment à la même vigilance. Et puis, deuxième chose, la capacité à dire non, vous l'avez exprimé dans le chat tout à l'heure aussi, s'il y a un risque de simulacre participatif, c'est-à-dire si le facilitateur sollicité analyse que les conditions en fait ne sont pas réunies au sens où la décision est déjà prise ou quasiment prise, où il n'y a pas de marge ouverte véritablement de dialogue et qu'on est plutôt dans une logique d'appropriation, ben, il faut être en capacité de dire non. Et quand on est en interne, ça peut être plus difficile, mais ça peut l'être aussi en externe quand on a besoin de travailler. Je vous propose de continuer sur la question en préparant ce webinaire, on s'est dit que c'était intéressant de réfléchir aux différentes étapes, aux différents stades de mise en place de rôle de facilitateur interne dans une organisation. Donc, vous avez bien compris qu'on entend par organisation entreprise, collectivité locale, association, coopérative, quel que soit son statut. On a identifié, c'est pour nous un peu quatre stades différents au fil de nos expériences, de nos explorations. Le premier stade qui est la prise de conscience du besoin. Ah, ça serait intéressant qu'on ait des rôles de facilitateurs internes chez nous. On commence à toucher du doigt ce besoin. Un deuxième stade qui est celui de l'expérimentation. Un troisième stade qui est la structuration, donc la structuration interne de ce rôle. Et puis le déploiement. Alors, si on va un tout petit peu plus dans le détail, on peut donc là, sur cette diapositive, voir la déclinaison à chaque étape de quoi il s'agit dans l'organisation. Alors tout ça, c'est évidemment une modélisation, c'est ce que nous avons analysé au fil de nos accompagnements. En tout cas, par exemple, on peut dire que pour la prise de conscience du besoin, euh, ça peut venir de plusieurs endroits. Parfois, ça vient des managers qui ne souhaitent pas assurer systématiquement ce rôle, pour lesquels la distribution de ce rôle dans leur équipe fait sens. Ça renvoie à un autre webinaire qu'on avait partagé. Ça peut aussi venir de chantiers participatifs en cours, des chantiers de travail, des groupes de travail transversaux, où en fait, par les chantiers opérationnels, on réalise que ça serait intéressant d'avoir des rôles dédiés, des compétences, on va dire, de facilitation en interne.
La phase de l'expérimentation, bah, c'est plutôt la phase dans laquelle on identifie un groupe de volontaires, on peut, le cas échéant, former quelques personnes volontaires, donc souvent plutôt sur les logiques d'appétence, qui est-ce qui a envie d'y aller, donc on commence à créer un petit noyau. Et puis la structuration, c'est passer à la phase de structuration du processus interne, de comment, de saisine de ces facilitateurs internes, de comment on communique autour de ça, que ce ne soit pas juste connu des mieux informés, que ce soit vraiment quelque chose de transparent et public dans l'organisation pour que ça donne, ça prenne toute sa valeur et son essor. Et puis enfin, le stade du déploiement, bah, évidemment, c'est que si les trois stades précédents ont montré leur intérêt, il s'agit bah, soit de former de nouvelles promotions, entre guillemets, enfin, d'infuser dans d'autres services, directions, business units de l'organisation. Et puis surtout, accompagner, générer de l'entraide entre facilitateurs, de l'amélioration des pratiques, etc. Donc, qui est aussi pas un isolement des facilitateurs, mais plutôt une logique d'étoffement, d'entraide et de soutien. Pour finir, avant de donner la parole à Baptiste, de notre point de vue, résilience, il y a des bénéfices multiples à ces rôles de facilitation interne. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont à la fois pour l'organisation elle-même et pour l'individu. Quand on dit l'individu, c'est les facilitateurs eux-mêmes. Pour l'organisation, ce qu'on a observé et les témoignages qui nous ont été faits également, c'est que ça permet vraiment de désiloter les services, de générer de la transversalité, mais bien au-delà des temps d'intelligence collective eux-mêmes. C'est-à-dire que ça crée des relations de coopération entre unités dans une organisation qui ne seraient pas advenues sinon. Ça favorise dans la même idée le soutien et l'entraide entre pairs, cette capacité à faire appel dans son service à un facilitateur d'un autre service et inversement. Ça favorise la réciprocité. Et puis, évidemment, et c'est important, l'internalisation des compétences, donc précisément de ne pas dépendre de prestations externes. Donc, à la fois, ça permet de faire des économies et ça permet de faire monter en compétence l'organisation, ce qui est précieux aujourd'hui, notamment à l'heure de la réduction des finances publiques pour les collectivités et puis des finances tout court pour les entreprises. Et puis pour l'individu, je veux bien qu'on revienne sur la diapo d'avant. Pour l'individu, ça a des vertus aussi importantes. Ça permet de développer des nouvelles compétences. On parle beaucoup de soft skills et puis d'expérimenter. C'est surtout ça qu'on trouve intéressant à observer des changements de posture, de passer de, de manager, collaborateur, etc., à facilitateur. C'est vraiment un changement de posture qui peut avoir des effets indirects très positifs. Et puis je finirai avec les conditions de succès et points de vigilance. On vous en a ciblé trois. Ce qui est vraiment important à nos yeux, c'est qu'il faut expliciter, contractualiser, on a tendance à dire, les conditions de réussite d'une facilitation interne. C'est vraiment important, d'autant plus qu'on est interne à l'organisation, de pouvoir clarifier le mandat qui est donné, éviter que le facilitateur interne soit considéré comme un fusible, bien clarifier son rôle dans le processus et évidemment les marges de manœuvre qui sont posées sur le sujet en question pour créer ce cadre de confiance. Donc vraiment clarifier, contractualiser ces conditions de réussite. On a un point de vigilance important à partager, c'est vraiment celui de la charge de travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'on est dans des rôles qui s'ajoutent évidemment au cœur de métier par ailleurs, et donc ça peut à un moment donné créer de la tension là-dessus. Donc c'est vraiment à prendre en considération, que ce soit par un temps de travail sanctuarisé, par la reconnaissance de ce travail-là. Et puis, il nous semble, et ça nous a été dit régulièrement, qu'il y a un intérêt du tiers extérieur qui perdure de toute façon. Alors, on a identifié des situations dans lesquelles c'est tout à fait vrai, enfin davantage, les sujets sensibles, par exemple les politiques de rémunération, ou les très grands groupes qui nécessitent une agilité particulière de la facilitation. La prochaine diapositive, c'est simplement pour vous illustrer, mais je vais donner la parole directement à Baptiste. C'est pour vous illustrer quelques organisations qui aujourd'hui, qu'on connaît bien, avec lesquelles on a échangé ou travaillé et qui ont mis en place ces rôles de facilitateurs internes à différents stades pour le coup. Et donc, c'est vraiment pour vous témoigner du fait que cette pratique se développe. Je vais proposer du coup sans transition de donner la parole à Baptiste Camus, donc pour la ville de Villeurbanne, directeur de la participation citoyenne.
Baptiste, est-ce que tu peux nous dire un peu, enfin nous dire d'où tu parles déjà peut-être pour te présenter, et puis ensuite qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place des rôles de facilitation interne à la ville de Villeurbanne au démarrage? Oui, bah, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Baptiste Camus, donc je dirige une petite mission au sein de la ville de Villeurbanne qui a pour mission de développer la participation des usagers, des habitants, des citoyens et des parties prenantes en général, hein. Donc, en fait, on est un peu spécialistes de l'intelligence collective et du coup, le parallèle se fait assez rapidement puisque on estime qu'il n'y a pas tellement de différence entre nos parties prenantes internes et nos parties prenantes externes. Et puis, il y a un concept qui est assez cher à notre bon maire, c'est la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux agents d'être à l'écoute, de considérer les usagers si, en parallèle, en interne, les agents ne sont pas associés aux décisions. Donc, voilà. Donc, dans ce pendant entre l'externe et l'interne, je suis assez présent sur les missions de transformation managériale, organisationnelle, mais aussi sur le déploiement de l'intelligence collective en interne. Donc, voilà, ça, c'est d'où je parle. Euh, et donc, qu'est-ce qui nous a poussé à mettre ça en place? Alors, il y a une impulsion politique, hein, comme souvent dans les collectivités. Villeurbanne, hein, c'est la 16e ville de France depuis peu, 165 000 habitants. C'est aussi la banlieue de Lyon, donc c'est la première ville qui n'est pas ville-centre dans le classement. Et à la fois, on a des moyens, puisque c'est une grosse ville, et à la fois, on est un peu protégé, j'ai envie de dire, en tout cas médiatiquement, par notre grosse voisine qui prend toute la lumière, et ça nous arrange souvent bien, parce qu'on peut expérimenter des choses et voilà, faire un peu preuve de plus de créativité. Donc une impulsion du maire qui dit, grosso modo, à l'administration, je vois bien que vous êtes à l'os, et ça va pas s'arranger, hein. Ça va pas s'arranger parce que nos moyens d'administration, même si on a eu une masse salariale qui a fait plus 15%, hein, donc on a quand même eu des ressources au début de mandat, hein. Mais globalement, les dossiers vont être de plus en plus complexes, la demande sociale va être de plus en plus présente et les moyens de plus en plus faibles. Donc, grosso modo, si on ne fait pas profondément différemment, on risque de ne pas y arriver. Et par profondément différemment, ce qu'il a dit, hein, ce qu'il entend, c'est une transformation en matière de transversalité et puis de désembouteiller la voie hiérarchique. Aujourd'hui, on est dans voilà, une structure très complexe. On gère beaucoup de processus par rapport à une entreprise privée, je sais pas, qui ferait de la restauration, qui a 5 ou 6 processus métiers. Nous, on est plutôt à 60, 70, je sais pas. On a des métiers très différents. Et du fait de la complexité, du manque peut-être de processisation, eh ben, tout remonte à la hiérarchie et ça crée des embouteillages monstres. Donc, l'horizontalisation. Donc voilà, ça c'est l'impulsion politique. Et puis du coup, la direction générale, elle, euh, fonctionnait avec des accompagnements sur des séminaires, des choses comme ça depuis longtemps, hein. Et voyait bien la valeur que ça avait pour elle. Et c'est dit à un moment donné, donc avec cette impulsion politique d'un côté, puis c'est dit il faudrait qu'on fasse bénéficier à tout le monde de ce type de mode de travail. Un premier niveau, les directeurs, directrices, on a un réseau des directeurs et des directrices qui est assez animé, on se voit toutes les 6 semaines, une demi-journée, hein. Donc c'est vraiment là où se passe la transversalité dans l'organisation. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait, ce décloisonnement au niveau des têtes de pont, il faut qu'elle se fasse à un peu plus tous les niveaux. Donc, la direction générale a lancé une démarche sur la facilitation. Donc, on est plusieurs autour de la caméra à être de la ville de Villeurbanne. Et du coup, je ne suis pas le seul facilitateur interne. Notamment, il y a ma collègue Delphine Delac, que je salue ici, qui est la coordinatrice de ce dispositif. Ce n'est pas moi qui suis le coordinateur. Et donc, on a lancé ça. On a un peu conçu. On était des volontaires, 5 ou 6 volontaires au départ. Et puis, on a aidé la direction générale à concevoir ce dispositif. Moi, j'avais un petit truc en tête, c'est quand même que j'avais déjà une offre de service interne d'accompagnement de collègues à des séminaires, des ateliers d'intelligence collective, des choses comme ça, hein. Et je voulais trouver un cadre légal pour cette mission. Et puis pas m'adresser que aux copains, mais un peu que ça soit ouvert à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de structurer la démarche de facilitation. Et finalement, on a suivi assez précisément les étapes que tu as affiché, Jeanne, hein, de conscientisation du besoin. Alors, juste dans les besoins, il y a aussi une question de pognon, puisque la facilitation interne, c'est une manière d'avoir une ressource. Dans les collectivités, on a un peu de marge sur
le travail, mais on en a peu sur les moyens financiers de prestation. Donc c'est aussi une manière de répondre à une demande grandissante avec un investissement qui est différent, disons, hein, qui est plutôt en masse salariale qu'en prestation externe. Donc voilà, Tu et sais, puis je on peux s'est te poser structuré. une question, du coup, Baptiste. Est-ce Mm. que pour toi, c'est quoi qui a permis d'aller plus loin? Donc, il y a ce besoin, cette envie de transversalité, ce besoin d'économie. Qu'est-ce qui a été majeur pour toi dans le processus quand vous avez structuré les choses? Qu'est-ce que tu as vu faire bouger, en fait, que ce soit chez tes collègues facilitateurs internes, dans les effets sur l'organisation? Est-ce que tu peux partager quelques exemples de choses que t'as vu bouger? Alors, enfin, ce qui a fait qu'on a pu continuer puis accélérer, avoir aussi des ressources, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fonctionne en ayant un séminaire, un ou deux séminaires accompagnés par l'extérieur entre facilitateurs par an. Euh, c'est ce qui est un peu de la formation interne, enfin de la formation externe. Et puis, on a une réunion toutes les 6 semaines, etc. Mais ce qui nous a permis de continuer, de poursuivre, d'intensifier, c'est que ça a produit des effets. C'est-à-dire que les personnes, c'est plutôt, là, j'ai envie de dire, d'abord du bouche à oreille ou du bilatéral. C'est-à-dire les gens qui ont été accompagnés par des facilitateurs ont vu le- l'efficacité du dispositif. Ça leur a donné des ailes hein, sur des dynamiques de groupe, sur des temps difficiles d'équipe qui sont. Enfin, voilà, ça a vraiment généré des effets. Et là, c'est plus, on commence à être plus structuré. Delphine Dolla a produit un rapport d'activité là sur les, je sais plus, 45 facilitations qui ont eu lieu depuis 2 ans. Hein. Donc, on commence à objectiver tout ça, mais à la base, c'est plutôt des clients satisfaits qui ont permis de valoriser la démarche et de la poursuivre. Donc on entend bien client interne pour le coup. C'est intéressant d'ailleurs que tu parles de client parce qu'on voit bien qu'il y a la même logique aussi de vraiment répondre à une commande, à un besoin, de la cadrer, etc. Et je trouve ça intéressant que tu dises ça. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, on a eu des gros débats en interne parce que certains voient la démarche plus comme du coaching collectif et d'autres, dont je fais partie, plutôt comme de l'outillage de l'intelligence collective. Donc certains, vous voyez, hein, sont vraiment très processus, d'autres un peu plus outillage, méthode et production. Hein. Donc les deux sont pas du tout contradictoires, mais ça demande les postures sont pas tout à fait les mêmes. Euh, Par exemple, moi, j'insiste beaucoup sur le livrable, sur qu'est-ce qui va être produit, et puis d'autres sont là vraiment sur, voilà, on va faire naître notamment le règlement des conflits collectifs, comment ça va. Enfin, ils peuvent animer des ateliers avec très peu de déroulés en disant, bon, comment ça va. Donc ça, c'est deux extrêmes, hein, mais donc cette tension, ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a été très équipés, on a beaucoup été formés sur la partie prise de brief et très peu sur l'outillage. Et ça a été assez puissant, moi je trouve, parce que d'abord, je n'aurais pas fait comme ça, hein, et j'ai trouvé ça très puissant parce que c'est comment on crée les conditions d'une écoute profonde pour la prise de brief, d'identifier les tensions, etc., plus que comment on va y répondre par quel atelier. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose de très sensible parce que nous, ce sur quoi on se bat assez souvent, c'est les commanditaires qui ont déjà une idée en tête sur vas-y, fais-moi un World Café, ça va être génial, quoi. Et ça, à déconstruire et avoir une approche qui est professionnelle, en fait. Avec un prestataire externe, la question ne se poserait pas. C'est-à-dire qu'il nous dirait, mais non, non, attendez, on ne va pas faire comme ça. On revient au cœur de la question. Quels sont vos besoins profonds? On fait exprimer les tensions, etc. Les besoins non exprimés, on va identifier. Hein. Et ça, pour des facilitateurs internes, bah, c'est un vrai travail, c'est un apprentissage. Et c'est quelque chose d'assez fin, surtout que ça nous met dans une posture à la fois d'écoute qui est assez bien prise par nos clients internes, mais aussi de les challenger, de les gratter, de disséquer, d'aller leur faire exprimer des choses qui sont un peu délicates dans leur management. C'est souvent, on s'adresse souvent aux managers, hein, aux chefs de projet. Mais voilà, donc c'est en mettant la focale sur cette notion de client interne, prise de brief, écoute, et on formulera, on concevra, on designera un déroulé en fonction vraiment de ce besoin profond et non pas en fonction de format, que ça a, je trouve, pris d'ampleur. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire, donc j'insiste pour que du coup, s'il y a des questions, qu'elles soient posées dans le chat, comme ça Baptiste peut les prendre un peu à la volée. On va pas prendre un temps de questions-réponses dans ce format-là, ensuite vous allez être en sous-groupe. Est-ce que tu peux, donc ce parti pris très fort de, effectivement, pas tout sur les outils, mais davantage sur le brief, la posture et le cadrage, tu peux nous partager les difficultés que tu vois, toi, que ce soit au stade actuel ou les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le passé?
Oui, alors, d'abord, on a une difficulté assez concrète aujourd'hui pour faire connaître la démarche et mettre tout le monde à égalité, hein. Au départ, elle s'adressait vraiment aux managers, aux directeurs, directrices, au management supérieur, quoi. Puis aujourd'hui, on veut l'ouvrir à tout le monde, bien sûr. Et donc, voilà, mais on a trouvé un truc, on est en train de hacker la formation obligatoire au management qu'on diffuse à nos 350 managers. Et du coup, on va présenter justement les outils de l'intelligence collective en faisant de la pub pour les facilitateurs. Donc ça marche pas mal. Donc ça, c'était une petite difficulté plutôt technique, hein, mais qui quand même est présente. Sinon, plus profondément, la question d'être pris au sérieux pour notre professionnalisme. Donc à la fois monter en compétences, et c'est vrai qu'on a, dans nos facilitateurs, aujourd'hui, on est 15, on est 4, 5, 6 à être quasi pro, c'est-à-dire que ça fait partie de notre cœur de métier. Il y en a deux qui ont fait des formations de coaching sur un an. Il y a, enfin, moi, je passe la moitié de mon temps à concevoir de l'intelligence collective. Donc, et puis, 10 autres qui sont en formation. Et je trouve que comme on n'a pas beaucoup de temps, parfois nos formats ne sont pas encore assez qualitatifs. Et ça, le problème, c'est que on risque de, euh, de scier la branche sur laquelle on est assise. C'est-à-dire que si les formats ils sont pas assez productifs, s'ils ne génèrent pas ce qu'on espère qu'ils génèrent, eh ben, on va se dire bah, c'est sympa. Enfin, les participants, si on entend des participants qui disent ah, c'est sympa leur demi-journée de regroupement, on appelle ça des demi-journées de regroupement au départ. On voit qu'on est loin de l'intelligence collective. Les post-it, ça ne produit pas grand-chose, quoi. Et, et, et là-dessus, voilà. Et pour ça, il faut qu'on monte sur la phase notamment de convergence, qui est un petit peu le parent pauvre de nos formats en général. On est très fort sur la divergence et puis on a plus de mal sur. Mais le plan d'action est aussi un temps de l'atelier, le qui fait quoi, etc. Merci Donc ça, c'est beaucoup une pour première cette difficulté. parole super authentique, Baptiste. J'ai envie de reprendre une des questions qui est posée dans le chat, c'est un peu l'origine des demandes qui sont faites aux facilitateurs internes. Est-ce qu'elles viennent quasi majoritairement de situations conflictuelles, ou y a-t-il des commandes pour des besoins de créativité sur des dispositifs ou de comment imaginer pour faire plus avec moins? On sent la pratique de collectivité locale dans cette question. Est-ce que tu peux... Attends, je regarde la question. Tac, tac. La demande, bien sûr, de situations conflictuelles. Non, non, pas forcément. Non, non. Alors, justement, on essaie de sortir d'un système où la demande, elle vient plutôt par réseau interne, quoi. C'est-à-dire, je sais que j'ai vécu un séminaire où vous animiez, c'était super. J'ai euh, mon séminaire annuel. Voilà, c'est souvent le point de départ. C'est mon équipe. J'ai envie de me lancer dans des séminaires tous les ans. Euh, et, euh, et du coup, j'ai quelques besoins du moment, et donc là, on commence une prise de brief et on va être vraiment sur quels sont les enjeux du moment, la situation de l'équipe, etc. Euh, donc voilà, c'est moins naturellement sur des projets. Et j'aimerais qu'on y aille plus aussi. C'est-à-dire que je lance un projet transversal, un grand chantier, hein. Je veux, j'ai besoin de facilitation pour moi en tant que chef de projet, pour me dégager du processus dans un premier temps et voilà, de faire en sorte qu'on se comprenne tous, on soit sur les mêmes représentations, on se mette on s'aligne sur les intentions. Euh, le réseau de facilitateurs en interne, on est une quinzaine, je dirais, et issus de autant de directions différentes. Au début, c'était que des managers et on commence on s'ouvre à tout type de profil et ça, c'est vraiment bien parce que en fait, on a des pépites chez des agents qui sont chefs de projet ou même qui sont B, C, ouais, vous savez, on classe les gens par des lettres chez nous et donc qui sont assez éloignés du management et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que je peux te poser une dernière question, Baptiste, avant qu'on passe tous en sous-groupe? Ouais. C'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui serait parmi nous là et qui souhaite développer la festation interne dans son organisation, y compris d'une autre nature qu'une collectivité locale, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais là? Alors, moi, je suis très fan du fait d'être passé par le volontariat. Encore une fois, les bénéfices individuels sont énormes. Ce que je te disais pour rire l'autre jour, c'est que parmi les collègues, il y en a deux qui sont en train de devenir coach, quoi. Donc, on va les perdre parce que finalement, euh, quelque part, elles ont préféré la facilitation que leur cœur de métier traditionnel.
Donc, c'est vraiment riche. Le volontariat, c'est hyper puissant. Effectivement, comme tu le pointais, la reconnaissance individuelle, mais notamment en termes de charge de travail, en fait, le rôle de facilitateur n'est même pas dans les fiches de poste a posteriori. C'est-à-dire que le manager ne demande pas à un facilitateur quel est son bilan, quelles sont ses réalisations, est-ce qu'il était bon en termes de facilitation. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais au point que ces casquettes transversales, elles sont tellement peu présentes qu'on est en train de faire une grosse réorganisation hein, dans laquelle cette question-là sera le point d'entrée. De... D'accord, merci beaucoup. Donc, on a compris, c'est notamment la reconnaissance, ne pas invisibiliser ses rôles et leur poids dans l'organisation. Et, On aurait envie de t'entendre encore longtemps, Baptiste, mais on aimerait Jeanne, aussi... je peux juste insister sur un truc, c'est qu'une des difficultés, c'est quand même le fait d'être pris au sérieux, et ça, plus en interne qu'en externe, je crois. Et du coup, un autre conseil, c'est de faire, ayez l'air sérieux. Alors, je- moi, j'aime bien rigoler, plaisanter, enfin, jouer sur l'humour, mais tout ce qui va faire sérieux, la charte graphique, les documents de prise de brief, le rendu, le suivi, hein, est important parce que, notamment, on voit les commanditaires, la veille, ils vont nous piquer 45 minutes sur le déroulé, par exemple. Et ça, je pense que tu le fais moins avec un prestataire, ça doit exister quand même, mais tu le fais moins avec un prestataire. Et derrière aussi sur le traitement, la valorisation du travail produit, hein, je pense qu'il faut faire sérieux, il faut faire professionnel pour que on donne de la valeur à ce travail et c'est cette valeur donnée qui va faire que ça produit des fruits. Voilà. Ok, merci beaucoup, Baptiste. Je vais vous proposer donc, on rentre dans cette dernière séquence de... Vous allez être répartis par Martin dans des groupes de façon aléatoire. Donc, on vous partage peut-être la diapo, Joséphine. On vous propose en groupe de... Ah non, ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci, merci. Donc vous êtes dans un groupe de trois quatre participants. Vous allez échanger pendant 10 minutes, en l'occurrence. On vous propose de vous présenter succinctement et plutôt, on va vous remettre hein, ces consignes dans le chat. Lister les avantages que pourrait avoir votre organisation, avoir des rôles de facilitateur interne, et puis quel serait votre prochain petit pas pour avancer en ce sens. Ce sont deux questions qui visent à vous aider à échanger ensemble. Évidemment, libre à vous de partir sur d'autres éléments liés aux interventions précédentes. On vous retrouve dans 10 minutes et donc bons échanges entre groupes et ensuite on partagera quelques éléments en collectif. Je peux pas le faire. Ah, alors attends, je vais essayer de le faire. Ça a pris un peu de